Bonjour mes enfants. Alors comme je vous ai promis, cette séance ou cette deuxième vidéo sera réservée à la pollution. On commence d'abord par chercher une bonne définition. Alors pour définir la pollution, pour que la définition soit acceptable, il faut tenir en considération 4 critères de définition. Alors cette définition, c'est la plus simple. C'est une définition qui est simple et facile à apprendre. Alors, les 4 critères pour une définition acceptable sont, alors, qu'on voit ici, type de modification. Alors, le type de modification, c'est une dégradation. Alors, la modification peut être positive, c'est une amélioration, comme elle peut être négative, donc c'est une dégradation. Donc, le type de modification, c'est la pollution, est une dégradation. Alors, les conditions modifiées, c'est le deuxième critère de cette bonne définition. Ce sont les conditions physiques, chimiques et biologiques. Donc, les conditions modifiées, des conditions dégradées, modifiées bien sûr négativement, sont les conditions physiques, chimiques et biologiques. Physique, ça concerne tout ce qui est physique, la température, la radiation, l'irradiation, etc. Ce qui est chimique, c'est par exemple le taux d'oxygène, le taux de CO2 dans l'air, s'il s'agit de l'air. Puis, on passe au troisième critère qui concerne les milieux modifiés. Ah, donc, les milieux modifiés au cours de la pollution, bien sûr, ce sont les milieux écologiques, c'est-à-dire eau, air et sol. Quatrième critère pour une bonne définition, ce sont les types de dégâts provoqués. Alors, les dégâts provoqués sont d'ordre sanitaire, économique et environnementaux. Donc, une bonne définition qui va tenir en considération ces 4 critères, c'est la suivante. La pollution est une dégradation, donc c'est une modification qui est négative. Des conditions physiques, chimiques et biologiques, ce sont donc les conditions modifiées. Des milieux écologiques au air, au sol, ce sont donc les milieux modifiés qui provoquent des dégâts sanitaires, économiques et environnementaux. Ce sont donc les types de dégâts provoqués. Bon, après avoir donc défini la pollution, je vous établis ici un schéma global qui englobe tous les éléments, toutes les parties intéressantes concernant la pollution. Alors, je rappelle que le grand problème qui se pose pour un élève, c'est la question suivante. Qu'est-ce que je dois savoir? Quelle est la priorité? Comment le cours doit se succéder? Comment ces éléments doivent être liés afin que je puisse maîtriser la matière? Ce schéma global répond à cette question. Alors, la pollution, je l'ai divisée en 3 parties. Première partie concerne la pollution et sa relation avec les déchets ménagers. Deuxième élément ou bien de la partie 1, c'est la pollution des milieux écologiques, les eaux, air et sol. Puis j'aborderai la pollution nucléaire. Donc cette partie numéro 1, en ce qui concerne les milieux écologiques, je vais la détailler en étudiant d'abord la pollution des eaux. Et sachez que les eaux sont subdivisées en 2 parties. Les eaux douces, ce sont les eaux qui ne contiennent pas de sel ou peu de sel. Et les eaux salées, c'est-à-dire les eaux qui sont riches en sel, ce sont les eaux des mers et des océans. Puis j'aborderai la pollution de l'air et ensuite la pollution des sols. Une fois la première partie est terminée, je passerai à un deuxième niveau, une deuxième partie qui concerne l'évaluation de la qualité des milieux écologiques ou de l'environnement. Alors cette évaluation fait partie du programme et chaque milieu doit être évolué. C'est pour cela que j'ai subdivisé les milieux environnementaux en 3 parties, évaluation de la qualité des eaux, évaluation de la qualité de l'air et celle aussi des sols. Alors pour évaluer la qualité de chaque milieu, qu'il soit les eaux ou bien l'air ou bien le sol, il faudrait tenir ou mesurer 3 critères qui sont les critères qui ont été définis, qui ont été établis au cours de la définition. Les critères ou les conditions qui peuvent changer pour indiquer si le milieu est pollué ou pas, et par conséquent indiquer le niveau de qualité du milieu en question. Alors, ces critères sont physiques, chimiques et biologiques. Je vous rappelle que les conditions physiques, ce sont les conditions qu'on étudie en physique, c'est la température, l'irradiation par exemple. Chimique, c'est tout ce qui est chimique. Par exemple, le taux d'oxygène, taux de CO2, taux du monoxyde de carbone, etc. Ce qui est biologique, c'est-à-dire relatif aux êtres vivants. Les êtres vivants peuvent indiquer la qualité du milieu, c'est ce qu'on va essayer de détailler après. Alors, la même chose pour l'air. Pour valoriser la qualité de l'air, il faudrait donc étudier ses conditions physiques, chimiques et biologiques
La même chose pour le sol. Alors, pour évaluer la qualité d'un milieu, il ne faut pas se baser uniquement sur un type de critère ou un type de condition. Il faudrait mesurer tous les critères, toutes les conditions, et à partir de ces mesures, à partir des résultats, on peut classer donc le milieu en 5 catégories qui sont indiquées ici, et chaque catégorie un indice qui reflète sa qualité. Alors les indices sont 1A, 1B, 2, 3 et 4. La signification de chaque indice, l'indice 1A, il est excellent, l'indice 1B, bon, l'indice 2, acceptable ou moyen, l'indice 3, c'est mauvais, 4, c'est très mauvais. Alors sachez qu'on ne peut considérer le milieu pollué que s'il atteint le niveau 3 et 4. Donc si le milieu est 3 et 4, donc on conclura donc que le milieu est pollué. Je vous donne comme exemple l'eau, les eaux qu'on boit. L'eau différente, par exemple, qui sort des sources naturelles, c'est une eau qui est excellente. Par exemple, une autre eau, par exemple, qui est, je vous donne un exemple, Sidi Harazm, par exemple, il est bon. Alors, cette évaluation, bien sûr, ne peut être déclarée que si on étudie tous les critères physiques, chimiques et biologiques du milieu. Alors, deuxième partie, donc, ça concerne l'évaluation de la qualité du milieu écologique. Puis ensuite, on passe à une troisième partie dans laquelle il n'y a pas beaucoup de choses à dire, alors, mais qui fait partie du programme, comment conserver la bonne qualité du milieu écologique. Si un milieu est bon, il faut le conserver, voire même l'améliorer. Si un milieu, par exemple, est pollué, il faudrait penser à le dépolluer. Alors, les techniques ou bien les méthodes adoptées pour conserver la bonne qualité du milieu écologique sont 4 méthodes. Soit on passe par l'éducation environnementale. Les cours qu'on vous enseigne maintenant, qui font partie du programme, font partie de ce qu'on appelle l'éducation environnementale. Et ce n'est pas l'école ou l'établissement scolaire qui va s'occuper de cette affaire. C'est une affaire aussi des médias aussi. Alors, il y a deuxième façon de conserver la qualité du milieu, c'est de créer des lois de protection de l'environnement. Alors, le Maroc est l'un des pays qui a adopté des lois, ne serait-ce que la dernière loi qui interdit l'utilisation des plastiques comme sacs en plastique, de remplacer ces outils soit par des sacs en tissu, soit par des sacs en papier. Alors, troisième méthode pour conserver la bonne qualité du milieu, c'est de créer des agents de sécurité. Une police qui s'occupe uniquement spécialisée, qui a une formation suffisante pour déceler les infractions concernant l'environnement. Puis, quatrième façon de conserver la qualité, c'est de créer des associations de protection de l'environnement. Si par hasard, l'éducation n'a pas donné de résultats, si les lois existent et s'il y a des agents qui s'occupent du contrôle du respect de l'environnement, si on ne respecte pas ces lois, eh bien les associations s'occupent de cette affaire, avertissent les agents de sécurité qui vont établir un rapport, bien sûr ce rapport qui va sanctionner l'infraction suivant des lois qui sont établies. S'il n'y a pas ces lois, donc on ne peut pas juger l'infraction. Alors voilà, je vous rappelle que ce schéma global, ce n'est qu'un schéma qui unit les différentes idées, les différents éléments qu'il faut traiter au cours de la pollution. Alors le schéma établi auparavant concernant la pollution, une fois avoir su les démarches à suivre pour maîtriser ce module, je vais maintenant détailler sa première partie qui concerne la pollution et sa relation avec les déchets ménagers, parce que le déchet ménager pollue vraiment la nature. Alors, quand on a affaire à un problème de pollution, il faut toujours penser de cette manière. C'est une pensée bien organisée. Alors, dès qu'il y a pollution, donc on va penser à connaître les sources ou les origines de cette pollution. Puisque le problème ici posé, c'est les déchets ménagers, sa relation avec la pollution. Donc, automatiquement, les origines ou les sources de cette pollution, ça serait les déchets ménagers. Alors, on doit savoir les origines de cette pollution, puis on doit connaître, on n'est pas censé connaître tous les polluants, mais on doit connaître les polluants les plus importants, ceux qui représentent le plus de danger pour la nature, qui proviennent de cette source. Donc, il faut penser à connaître les sources, ensuite les polluants. Alors, sachez que les polluants, ce sont les éléments qui sont libérés par les sources en question.
Et ces éléments peuvent ne pas être des produits chimiques, ça peut être des microbes ou bien des êtres vivants. Alors, une fois avoir pensé à connaître les polluants essentiels, il faudrait penser ensuite aux dégâts provoqués par ces polluants, parce qu'un polluant ne peut être un polluant que s'il provoque des dégâts. Alors, les dégâts provoqués, je vous rappelle, comme on l'a cité dans la définition, les dégâts peuvent être sanitaires, économiques ou écologiques. Alors, en ce qui concerne les déchets ménagers, les dégâts provoqués sont ici, on va les détailler après. Puis, une fois avoir su les dégâts provoqués, qu'ils soient sanitaires, économiques ou écologiques, on doit passer, et c'est tout à fait normal, on doit penser à des solutions ou bien des propositions pour lutter contre ces pollutions. C'est ce qu'on appelle la dépollution. Alors, en ce qui concerne les déchets ménagers, alors les origines peuvent être soit les ordures ménagères, soit les eaux usées. Alors, les éléments, les polluants les plus importants dans les ordures ménagères sont le lixivia, les métaux lourds tels que le plomb, le mercure et le cadmium. Le plastique aussi, il est très très dangereux, surtout pour les eaux salées. Alors ici, le plastique, il peut être une source, peut avoir comme source les déchets ménagers. Les oxydes, c'est le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les oxydes de phosphore, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, le chlore, les microbes, surtout les microbes pathogènes, des matières organiques fermentables ou celles qui peuvent être décomposées par consommation d'oxygène qu'on va détailler après. Alors, en ce qui concerne les polluants essentiels des eaux usées, les métaux lourds, les détergents, comme exemple l'eau de Javel, puis les fertilisants, ce sont les matières qui fertilisent les milieux. Les fertilisants des eaux usées sont essentiellement des fertilisants qui proviennent de matières fécales. Alors, il y a aussi les microbes, il y a les matières organiques fermentables. En ce qui concerne les dégâts provoqués par ces déchets ménagers, on peut citer comme dégâts sanitaires les maladies. Ce sont essentiellement des hypersensibilités aux allergies. Alors, intoxication, insuffisance rénale, insuffisance hépatique. Hépatique, ça veut dire du foie, cardiaque. Et puis, s'il y a des troubles nerveux, alors des troubles hormonaux qui peuvent déclencher un dérèglement hormonal qui peut aboutir soit à un dérèglement dans le comportement de l'homme, soit un dérèglement qui peut mener même à la stérilité. Alors, les dégâts économiques, ce sont surtout la perte de journées de travail. Actuellement, on peut valoriser les dégâts économiques en calculant le nombre de jours perdus suite à une maladie, par exemple, qui est due à la pollution. Ensuite, la charge médicale, c'est-à-dire le montant qu'on paye en médecin pour consultation et puis pour acheter les médicaments. La cherté des eaux potables, l'eau potable devient chère parce que quand on pollue, quand l'eau profonde, l'eau souterraine est polluée, qui est la source la plus importante d'eau potable, quand elle est polluée, pour la dépolluer, bon, bien sûr, il faudrait la faire passer par tout un ensemble de mécanismes pour la rendre eau potable. Et ça coûte cher, donc l'eau potable devient chère. Ensuite, la baisse de production agricole. Je cite pour détailler la relation entre cette pollution et les dégâts économiques. Alors, si par hasard il y a formation de pluies acides, ces pluies acides peuvent endommager le sol et par conséquent, la productivité ou la production végétale des sols va baisser et donc la production agricole va baisser. Donc, ce que va gagner un agriculteur va baisser considérablement. Il y a aussi des dégâts écologiques. Les dégâts écologiques sont les plus importants en ce qui concerne les déchets ménagers. Les déchets peuvent provoquer des dégâts écologiques tels que les pluies acides qu'on va détailler après. Pluie acide, c'est une notion très importante qui nécessite une séance vidéo ou bien une partie de la séance. Ça peut provoquer un trou ou bien un amincissement de la couche d'ozone, la couche O3, trioxygène, on va la détailler après. Ça peut provoquer l'eutrophisation, ça peut provoquer un effet de serre, puis ça peut provoquer une baisse de la qualité de la vie. Bien sûr que, puisque ces phénomènes sont extrêmement importants, on va leur réserver, voire même une séance spéciale ou bien des séances, alors suivant la vitesse de progression du cours qu'on va détailler après. Alors, une fois avoir su les dégâts provoqués, il faut passer et penser toujours, comme on dit,
à des solutions, aux propositions contre cette pollution. Alors, vous avez des propositions, c'est la proposition pour les ordures ménagères, et puis ici, vous avez la proposition pour les eaux usées. Pour les ordures, il faudrait les valoriser. C'est quoi valoriser? C'est-à-dire leur donner une valeur surtout matérielle, c'est-à-dire rendre les ordures une source d'argent. Alors, pour valoriser les ordures, on va passer par un tri. Normalement, ce tri, cette valorisation s'effectuera dans des lieux, dans des stations spécialisées. Alors, le tri, en général, pour faciliter le tri, on doit trier d'abord les matières non réutilisables qu'on ne peut pas réutiliser. Alors, ces matières non réutilisables, on les incinère. Donc, première opération pour valoriser les ordures, c'est l'incinération. Je vous rappelle que l'incinération, c'est la brûlure, la combustion jusqu'à ce que le produit ou la matière organique devienne cendre. C'est l'incinération. Alors, pourquoi incinérer? Pour produire de l'énergie électrique. L'incinération produit une chaleur qui est alors convertie en énergie électrique. La même chose, les 4 techniques de valorisation doivent être, je vais les détailler après dans une séance spéciale. Alors, les matières non réutilisables, on les incinère. Les matières réutilisables après tri, on doit soit les faire passer par un compostage. Je vais détailler après ce que c'est compostage. Le compostage, son but c'est quoi? De produire des composts qu'on peut vendre. On va voir ce que c'est que le compostage, ce que c'est que les composts, etc. Mais les composts, on peut les vendre et ça peut être une source importante d'argent. Alors la méthanisation, c'est le processus de produire du méthane à partir des ordures, et cette méthanisation conduit à la production du méthane qui est un biocarburant qui est utilisé pour des fins diverses. Alors ensuite, le recyclage. Le recyclage permet de produire des matières qu'on peut réutiliser, qui sont des matières recyclables, telles que le papier hygiénique par exemple. En général, c'est un papier qui est recyclé. Je rappelle que la valorisation du tri s'effectue par 4 mécanismes, soit par incinération, soit par compostage, soit méthanisation, soit recyclage. Tous ces 4 mécanismes, ces 4 opérations peuvent être une source importante d'argent parce qu'elles peuvent produire de l'énergie électrique, soit des composts, soit du méthane, soit des matières recyclables qui peuvent rapporter de l'argent. Alors, en ce qui concerne les eaux usées ménagères, alors il y a une solution importante, c'est qu'il faudrait les recycler. Cette eau doit être recyclée dans des stations spécialisées qui s'appellent stations d'épuration, qui vont être réutilisées, bien sûr, après être dépolluées. Alors, comme vous voyez ici, il y a des phénomènes qui sont très importants, alors qu'on est obligé de détailler à part. Alors, il y a ce qu'on appelle les pluies acides, les trous amincissement de la couche d'ozone, l'eutrophisation, les effets de serre qui ont une relation avec les déchets ménagers. Et puis, il y a d'autres phénomènes aussi qui sont importants, c'est incinération, compostage, méthanisation, recyclage. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, quand on a un terme scientifique cité, alors il faudrait le définir. Alors parmi les termes ou les mots scientifiques ici qu'il faudrait définir, par exemple, c'est pollution, on l'a déjà défini, déchets ménagers, c'est quoi déchets ménagers, soit quoi ordures, soit quoi eau usée, c'est quoi le lixiviat, alors c'est quoi un métal lourd, c'est quoi un détergent, c'est quoi un fertilisant, c'est quoi dégâts sanitaires, c'est quoi dégâts économiques, c'est quoi dégâts écologiques. Et ici, il y a aussi la définition de pluie acide, c'est quoi la pluie acide, c'est quoi le trou d'ozone, etc. Donc tous ces termes-là doivent être cités à part, écrits, et on doit essayer de trouver une définition pour chacun d'eux. Comme ça, on maîtrisera l'autre langage de communication après, Inch'Allah. Donc, cette vidéo, on va mettre fin à cette vidéo. Alors, bonne chance mes enfants. À la prochaine séance, Inch'Allah.